D'accord, c'est bon, vous pouvez commencer maintenant. Merci. Donc, vous avez la parole, professeur Raja, pour diriger cette séance, Inch'Allah. La séance qui porte le numéro 49 et pour qui nous avons l'honneur d'avoir une doctorante d'Afrique et également des professeurs participants également d'Afrique et du Maroc. Vous avez la parole, professeur Raja Aboulaish. Merci, Dr. Bentaybi. Merci de votre introduction. Encore une fois, bienvenue, Dr. Adama, parmi nous. Ça fait toujours plaisir de partager avec vous la séance. C'est la deuxième fois et ça fait toujours plaisir de profiter de vos remarques pertinentes et vos suggestions. Ça fait aussi plaisir de partager cette session avec Youssef Mrani, qui a accepté, et je le remercie énormément parce qu'on l'a informé à la dernière minute pour participer à la séance en donnant ses remarques et ses suggestions à Awa. Et je suis très contente de présenter Awale de l'université Cheikh Anta Dior de Dakar, du Sénégal, et qui va nous parler de l'analyse empirique du niveau de diversification de l'investisseur islamique à partir des marchés boursiers africains. Je salue le courage d'Adama, plutôt de Awale, qui a déjà participé l'année dernière avec un travail et qui a encore soumet un travail à discussion cette année. Et je tiens à la féliciter pour son courage et j'espère qu'elle pourra profiter des remarques pertinentes de nos experts dans le domaine. Voilà, la parole est à vous. D'accord. Salam alaikum. Alaykoum salam. S'il vous plaît, on n'entend pas très bien, si possible, de mettre un peu plus fort votre micro. Vous recevez maintenant, c'est bon? Là, c'est bon? Oui, ça va pour moi. D'accord, merci, Monsieur le Président du jury. Donc, aujourd'hui, je vais faire un peu l'économie de notre travail de recherche qui porte sur une analyse économique du niveau de diversification de l'investisseur islamique à partir des marchés boursiers africains. Notre présentation va suivre un plan à 6 parties. Donc, nous allons parler en premier lieu de la problématique, puis les objectifs et les hypothèses de recherche, ensuite la revue de la littérature, la méthodologie, les résultats et les implications. Donc, pour démarrer, nous allons commencer sur les statistiques sur les actifs financiers islamiques. Donc, c'est des actifs qui commencent à évoluer depuis des années. Donc, ils sont estimés à 1893 milliards de dollars en 2016. Et ça a augmenté de 2190 milliards de dollars en 2018. Donc, d'ici 2023, ces actifs seront estimés à 3900 milliards de dollars. Ces actifs, je rappelle, ce sont le marché des capitaux, les assurances, mais aussi le secteur bancaire islamique. Maintenant, le marché des capitaux islamiques qui est composé des soukouk, des actions conformes à la charia, mais aussi les fonds islamiques sont chiffrés à 592 milliards de dollars, ce qui représente 27% de ces actifs financiers en 2018. Et se sont augmentés à 2440 milliards de dollars en 2019. Donc, ce qui est aux alentours de 80% de ces actifs financiers islamiques. Ce qui explique cela, c'est une demande croissante des produits qui sont conformes à cette finance islamique-là. Et certains partisans même de la finance islamique parlent d'émergence de ces marchés des capitaux dans presque tous les pays du monde. Le marché financier islamique qui nous intéresse ici est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande des actions qui sont conformes à la charia. Mais l'avantage qu'il a dit, moi, c'est qu'il attire un certain type d'investisseurs qui n'auraient pas pu investir dans ces marchés boursiers, c'est-à-dire l'investisseur islamique. Maintenant, à travers ces marchés boursiers islamiques, on doit d'abord faire deux types de filtrage, à savoir le filtrage qualitatif qui définit les activités de l'entreprise, mais aussi le filtrage quantitatif qui doit définir la dette, la structure, de manière générale, la structure de ces entreprises-là. Donc,
par la normalisation de la structure, c'est-à-dire de la dette, à travers le taux d'endettement qui doit être inférieur à 33% d'après l'indicateur S&P. Donc, certains théoriciens de la finance islamique considèrent que les actions qui sont conformes à cette finalité sont des actions qui sont moins risquées. Donc, contrairement aux actifs de la finance conventionnelle. Et par ces mêmes filtrages aussi, l'investisseur islamique est confronté à un univers d'investissement qui est un peu restreint par rapport à l'investisseur conventionnel qui va investir sur des actifs financiers à intérêt, sur l'assurance conventionnelle, mais aussi sur des titres des entreprises qui exercent des activités qui est jugé par la finance islamique d'activité illicite. Donc, cet univers d'investissement peut poser un problème dans la diversification de ces titres-là par un choix de portefeuille, mais aussi par un choix de marché boursier. Donc, ce qui nous amène à dire que l'univers restreint d'investissement peut entraîner une réduction des avantages de diversification. Et cette remarque peut être confortée par certaines études, à savoir Rudd en 1981, qui considère que une contrainte imposée sur un portefeuille de titres peut entraîner l'introduction de biens d'influence négative sur sa performance. Dans le même siècle aussi, l'étude de Grossman et Sharpe en 1986 considère que toute application de sélection ne peut que diminuer ou mieux laisser inchanger l'utilité espérée de la décision d'investissement. Donc, à travers ces remarques et le constat qui est là, à travers, c'est-à-dire l'univers d'investissement restreint, des outils d'élaboration du niveau de diversification doivent être développés pour mieux cerner la performance de l'investissement islamique. Et les études pionnières de la diversification de l'investisseur islamique sont celles de Grobel en 1968, Solnik en 1974, Eagle en 1992 et Boleslav en 1986. Ce qui nous intéresse à travers ces études, c'est de chercher la volatilité d'un portefeuille à travers un placement financier islamique. D'où notre question de recherche, à savoir, l'industrie de la gestion des titres charia compliant atteint-il un niveau de diversification de portefeuille acceptable qui ne dépend pas d'un champ large ou restreint d'investissement. Donc, pour répondre à cette question de recherche, nous nous sommes posés comme objectif général de faire une analyse du niveau de diversification de l'homo islamiste dans un centre d'investissement défini selon les lois de la finance islamique. Alors, il s'agit de façon spécifique de prévoir l'évolution de la volatilité et d'en déduire son degré de persistance, mais aussi de voir le comportement d'asymétrie, de l'existence d'un effet de levier et d'en déduire les gains de niveau de diversification de l'investisseur islamique. Donc, parallèlement aussi à ces objectifs spécifiques, donc nous nous sommes posés deux hypothèses de recherche. Premièrement, dans l'hypothèse 1, on considère que la persistance de la volatilité de nos portefeuilles charia compliant est très faible ou bien est faible. Et pour l'hypothèse 2, il s'agit de dire que les restrictions de conformité n'affectent pas les gains de diversification de l'homme islamiste. Donc, sur le plan théorique, nous nous sommes intéressés en premier lieu, c'est la théorie néoclassique financière. Donc, à travers ces théories-là, les auteurs, c'est-à-dire la plupart des auteurs, se sont intéressés sur deux hypothèses, à savoir la rationalité de l'investisseur qui cherche à maximiser son utilité, mais aussi l'hypothèse d'efficience rationnelle qui existe au niveau des marchés financiers. Maintenant, à travers ces deux hypothèses, on voit que l'équilibre général devait donc exister, ce qui n'est pas le cas dans ces marchés financiers, parce que la plupart des cas, il y a les crises qui sont là. Donc, ce qui a permis les théoriciens de la finance comportementale à reconsidérer les hypothèses de la théorie néoclassique et à prendre en compte d'autres facteurs, comme c'est le cas de l'étude de Kahneman en 2003, qui a pris en compte des facteurs comportementaux et de croyances dans la prédilection des modèles néoclassiques. Mais aussi l'étude de Simon en 1976 aussi a pris en compte de multiples facteurs personnels, organisationnels et environnementaux dans la décision et la prise de décision de l'investisseur. À cela aussi s'ajoutent d'autres études, à savoir Kahneman et Kahneman-Tversky dans les années successives de 1974 et 1978. Eux, à travers leurs études, ils introduisent aussi des facteurs comportementaux et émotionnels. Donc, dans l'analyse de maximisation de l'investissement. Donc, à travers ces études, nous allons nous baser sur ces hypothèses-là pour émettre d'autres hypothèses qui définissent la finance islamique. Ces hypothèses, on peut prendre en compte l'altruisme, l'équité, l'éthique, mais aussi la justice sociale qui sont les sous-bassements de la finance islamique.
plan empirique aussi, nous nous sommes basés sur l'étude standard de Markowitz en 1952 qui, à travers une bonne diversification de portefeuille, cela doit sous-tendre une maximisation de son espérance, mais aussi une minimisation de la variance. L'étude de Boleslav en 1986 aussi, qui a cherché l'incertitude inflationniste aux États-Unis, c'est la période de 1948 à 1983, donc par le modèle GASH. Par le modèle GASH. Et l'autre étude, c'est l'étude de Lovin et Solnick en 1995. Donc, ils ont cherché la corrélation entre les prix des actifs par le modèle bivarié de GASH. Nous nous sommes intéressés aussi à l'étude de Santis et Eurohobly en 1995 qui ont trouvé une persistance forte par l'analyse de la volatilité des marchés émergents par le modèle GASH univarié. Mais aussi à cela aussi, nous avons pris en compte aussi l'étude de Avouy, Dovi et Zondo en 1999 qui, par l'analyse de la volatilité des bourses asiatiques, des CDS asiatiques, donc a utilisé le modèle H, mais aussi enfin l'étude de Quadra en 2002, qui à travers l'indice de S&P TSX, donc considère que le modèle IGH est un bon modèle de prédiction de la volatilité, que ce soit à long terme comme à. Sur le plan empirique, nous avons adopté le modèle IGH de Nelson. Donc, c'est un modèle qui a été proposé par Nelson en 1994. Donc, il propose de donner la variance sous forme asymétrique en prenant en compte le signe des chocs, mais aussi l'amplitude des chocs. Ici, vous avez remarqué que la variance conditionnelle a été donnée sous forme logarithmique pour respecter sa positivité. Donc, on n'applique aucune restriction sur les paramètres à estimer. W ici est la constante, alpha est l'asymétrie d'information, du moins est le coefficient d'asymétrie qui prend en compte le signe des chocs, bêta est la persistance de la volatilité et gamma ici est défini comme étant l'amplitude des chocs. Donc, pour les données de cette étude, nous nous sommes basés sur deux bases principales, à savoir la base de Bloomberg, mais aussi la base d'African Market. Donc, on a à compléter avec des données de Indouja sur la période de 2017 du 30 mai 2017 au 28 juillet 2017. Donc, il y avait quelques manquements qu'on devait compléter. Ces données sont des cours de clôture quotidienne. C'est une période de 6 ans, à savoir 2015 jusqu'à 2020. Donc, après spécification de nos données, on a suivi une certaine procédure pour avoir ces résultats. Donc, en premier lieu, on a fait l'estimation par armoire, ce qui n'était pas adéquat. Par la suite, on a fait l'estimation par GASH. On s'est retrouvé avec des paramètres qui sont négatifs, ce qui est en contradiction avec les propriétés du modèle GASH. Donc, on a fait extension au modèle IGASH pour avoir ces résultats qui sont dans l'ensemble significatifs au seuil de 1%. Donc, comme commentaire, on peut dire que le signe des chocs a un effet positif sur la variance conditionnelle pour la bourse BRVM, mais aussi pour la bourse du Nigeria, ce qui est le cas contraire pour la bourse de Ghana. Donc, cela entraîne à dire que c'est l'aspect négatif qui l'emporte sur l'aspect positif à travers la bourse de Ghana. Donc, pour la persistance, on note une persistance qui est faible pour deux bourses également, pour la BRVM, mais aussi pour le Ghana Export Exchange, ce qui est un peu persistante pour le Nigeria. Donc, c'est cette persistance-là qui permet de prendre une décision par rapport au gain de diversification. Et pour l'amplitude des chocs a les mêmes effets sur l'ensemble de nos trois bourses. Donc, c'est des effets qui impactent positivement la variance conditionnelle. Donc, à travers cette étude, nous avons cherché à déterminer le niveau de diversification de l'investisseur islamique, donc à travers trois bourses, à savoir la BRVM, le Nigeria et le Ghana Stock Exchange. Donc, au terme de cette étude, on peut dire que l'investisseur islamique est en possibilité de diversifier son portefeuille au sein de la BRVM, mais aussi du Nigeria, car comme on l'a dit tout à l'heure, au terme de notre tableau de résultats, on a des persistances qui sont faibles, car inférieures à 1. Donc, contrairement à la bourse de Nigeria, qui a une persistance qui est supérieure à 1, donc pour l'investisseur résident au niveau de la bourse de Nigeria, il est obligé
pour une bonne diversification, de se rallier aux autres bourses de la zone CEDEAO. Et il doit le faire a priori avec la BA20, car le niveau de corrélation est très faible entre le Nigeria, entre les titres du Nigeria et ceux de la BA20. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que l'investissement conforme à la finance est beaucoup plus favorable aux investisseurs de la zone IMOA, c'est-à-dire la BA20 et la bourse de Ghana, ce qui est le contraire pour ceux qui résident au niveau du Nigeria. Également, nous pouvons dire à travers nos conclusions que la diversification de titres charia compliants ne dépend pas du nombre de titres, car après filtrage, la bourse du Nigeria qui se retrouve avec un nombre de titres le plus important, donc on remarque que le gain de diversification n'est pas présent à ce niveau, alors que les autres bourses qui monopolisent des nombres de titres qui sont inférieurs à ce qui a été constaté pour la bourse de Nigeria, donc permettent à l'investisseur de diversifier son portefeuille de façon performante. Donc, le gain de diversification en se projetant maintenant à travers les trois bourses, c'est-à-dire par une intégration de ces trois bourses-là, parce qu'on a remarqué qu'avec la mondialisation, l'investisseur est en possibilité d'investir dans la plupart des marchés boursiers. Donc, à travers ces trois bourses, on peut dire que l'investisseur islamique peut maintenir un gain de diversification en constituant un portefeuille à travers ces trois bourses-là, parce que la persistance à moyenne, la volatilité à moyenne n'est pas persistante. Donc, de par son importance, cette étude permettra aux investisseurs donc, de voir la stratégie financière profitable sur les titres charia compliants, mais cette étude aussi va permettre aux sociétés de gestion d'actifs potentiels d'arguments pour promouvoir les titres qui sont charia compliant. Donc, par comparaison aussi aux études précédentes, elle peut servir de mesure de comparaison entre titres conventionnels et ceux qui sont conformes à la finance islamique. Donc, à défaut d'avoir un gain de diversification à travers la bourse de Nigeria, et comme je viens de le dire tout à l'heure, à travers une mondialisation qui est là et dont la possibilité de diversifier son portefeuille à travers plusieurs bourses dans plusieurs pays. Donc, nous allons peut-être dans l'étape suivante de cette thèse-là, chercher la diversification internationale de l'investisseur, car selon la théorie financière, c'est une diversification qui est plus abondante. Donc, on va essayer de chercher cette diversification pour l'investisseur islamique. Donc, c'est ma réflexion. OK. Merci beaucoup, Awale, pour votre présentation dans les temps impartis. Et nous allons passer à la discussion. Je ne sais pas, on commence par le docteur Adama, que je remercie encore une fois d'avoir accepté à la dernière minute de participer à cette discussion. Et je demanderai à docteur Adama de se présenter s'il veut bien, et ensuite nous donner ses remarques sur le travail de Awa. Je vous remercie, Madame la Présidente. Vous m'entendez bien d'abord? Parfait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Et je vous dirais que moi aussi, ça me fait un plaisir de participer pour la deuxième fois à ce forum de haut niveau. Je suis un lectureur à temps partiel. Je suis à la retraite, donc je passe mon temps à lire et puis à donner quelques cours d'économie islamique. Donc, vous voyez, spontanément, j'accepte cette invitation, sans compte que le Maroc fait partie de nos amours, hein, en termes de destination, ça, alhamdulillah. Alors, je remercie aussi Madame Awale pour son choix, et surtout, elle est vraiment téméraire parce que c'est un domaine qui est relativement nouveau en Afrique, où vous avez des problèmes de données qui sont pratiquement insurmontables. La littérature dans le contexte africain est relativement rare aussi. Donc, mais quand même, quand on lit le document, quand même, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, j'ai appris, j'ai pris des notes, etc. Je suis sauvé parce que je pensais que je vais le faire en anglais. J'avais déjà traduit. Donc, elle verra dans ma copie que je vais lui envoyer tout à l'heure avec mes notations. En remarque générale, je dirais que d'abord le contexte, il est relativement bien campé parce que c'est un contexte macroéconomique où vous avez des besoins énormes d'investissement,
les pays choisis ont des accès limités au marché des capitaux financiers conventionnels internationaux. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a un marché financier islamique qui a explosé pratiquement. Donc, qui a priori, surtout qu'elle a donné une statistique assez intéressante, à savoir que vous avez 50 ou 51% de la population concernée qui est d'origine musulmane, donc qui, a priori, peut trouver satisfaction auprès du marché financier islamique. La méthodologie aussi, je crois, elle a fait aussi un important effort, puisqu'elle a bien décrit la méthodologie de Garsh, et elle a également justifié son choix par rapport à la méthodologie de Garsh. Ça, c'est des choses que je commence à apprendre des universitaires. Alors, ça c'est les premières remarques, mais les remarques qui me semblent les plus fondamentales, la première, c'est la question de recherche. Elle doit être clairement exprimée, parce que je me dis que quand vous voyez le titre et le résumé ou les conclusions des recherches, en fait, la question me semblait assez simple. Est-ce que le choix restreint d'investissement islamique influence les gains de diversification? Elle a fait un effort sur le plan théorique pour parler des derniers développements, mais je crois que la question pouvait être formulée de façon assez simple, de cette façon. Deuxième chose aussi, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'elle n'a pas tellement insisté. Hier ou avant-hier, on l'a eu aussi, nos amis étudiants n'aiment pas trop faire de la recherche bibliographique. Par exemple, vous parlez d'un marché islamique, il me semble qu'on a une abondante littérature, surtout qu'on a des marchés boursiers en Malaisie, à Bahreïn. La bourse d'Istanbul fait énormément d'études, l'Indonésie énormément. Donc, je me dis que du point de vue de la recherche, il faut regarder de ce côté-là-bas quels sont les éléments, les études qui peuvent être disponibles en tenant compte du sujet. Je crois que c'est un élément qui est fondamental. Ça, vraiment, c'est quand j'ai reçu le document, je suis parti de ce côté-là pour rechercher qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là. Sur que non seulement vous avez des pays, mais vous avez également un certain nombre d'institutions islamiques, financiers, internationaux, comme par exemple l'IFSB en Malaisie. Vous avez aussi l'International Islamic Financial Market qui fait également énormément d'études. Vous avez la BUIT, j'imagine, qui fait également énormément. Donc, ça fait des sources qui peuvent vous aider peut-être à conforter vos résultats avec ce qui se passe ailleurs. Je crois que ça, c'est un élément qu'il faut absolument regarder, renforcer de ce côté. Surtout que même dans la littérature conventionnelle, je me dis 2015, 2016, on est en 2022, il y a la théorie, la pratique empirique et théorique progresse très rapidement. Donc, essayez de voir si vous avez des études les plus récentes, parce que les choses évoluent beaucoup dans ce domaine-là. C'est particulièrement intéressant parce que vous pouvez voir dans les deux approches, hein, si vous fouillez la littérature. J'ai eu à faire ça parce que quand je faisais le PhD en économie islamique, c'était pareil, il fallait prendre les deux aspects. Et donc, conventionnel regarde surtout la partie empirique qui est absolument... Parce que généralement, sur le plan théorique, on n'a pas tellement de problèmes. Ça, c'est les remarques d'ordre général. Et je me disais aussi qu'il y avait un point que j'avais soulevé, c'est cette notion d'investissement restreint pour l'investisseur musulman. En fait, quand on regarde la charia, elle exclut 5 domaines. C'est l'industrie porcine, l'industrie d'armement, l'industrie qui allie pornographique et autres, les investissements dans le secteur financier qui font des activités avec taux d'intérêt, et puis il y en a un cinquième, c'est ça, c'est là me revient, mais vous avez, ça m'a frappé parce que j'ai regardé un peu l'évolution du marché halal. Elle explose en ce moment. Et les gens vous disent que d'ici 2000, j'ai vu une étude de Transparency. Je crois que c'est une donnée faite par ça c'est parti. Une seconde, je le retrouve. Où on donne la taille du marché halal qui explose. Donc, ça veut dire que quand même, l'investisseur islamique est peut-être relativement moins
parce que quand vous excluez ces 5 secteurs qui sont les secteurs prohibés, vous avez tout un domaine. Malheureusement, je ne le retrouve pas dans mes notes, le chiffre que c'est faramide. Hein. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister aussi, c'est de remettre à jour, surtout quand vous faites ces études, Madame Lé, regardez toujours AFSB. Le dernier rapport 2021 vous dit que nous sommes déjà à 3 millions 3 000 milliards de dollars ou autres, et qu'il y a des perspectives qui sont intéressantes, parce que le chiffre-là est relativement bas par rapport au... C'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Alors, la quatrième chose sur laquelle je voudrais insister également, ah oui, c'est les coquilles. Ça on ne vous le pardonne pas. Hein. Il y a des coquilles, donc il faut prendre la peine de relire, d'éviter les coquilles, parce que c'est des petites choses qui ne sont pas intéressantes. Enfin, qu'on vous pardonne, peut-être avec beaucoup de réserves, hein, mais bon, parfois quand on n'a pas tellement de choses, on s'accroche sur ces petites données mineures. Alors, j'avais la statistique sur le halal, je ne le retrouve pas sur mes notes. Bon, mais peut-être je vais m'en tenir à ces observations d'ordre général qui permettent d'améliorer le papier. Il est déjà bon, mais je crois qu'il peut permettre quand même de lever certaines réserves et de l'améliorer. Surtout si vous prenez la peine d'aller regarder, surtout la bourse d'Istanbul. Ils font énormément d'études. Ça, j'avais commencé, bon, j'ai quelques documents que j'ai gardés pour mes cours, hein, mais au moins pour ça, je vous en remercie, parce que ça me permet également de parfaire ma bibliographie, quoi. Voilà, Madame la Présidente, de façon assez synthétique, les éléments donc, sur lesquels, à mon avis, ce papier, il est amélioré sous cet angle quand même, quand même, à mon avis, sera parfaitement utile, surtout pour nos amis qui sont dans les marchés, la RVM à Abidjan. Donc, voilà les quelques remarques que je voulais, et tous nos encouragements en tout cas. Et vous aussi, merci beaucoup de m'avoir associé, parce que ça m'a donné l'occasion de rentrer dans ce domaine. Alors, pour la présentation, j'ai oublié, je suis un ancien de la BCAO, j'ai fait 28 ans, je n'ai connu que cette banque centrale, j'avais fait déjà un doctorat d'économie en Clermont-Ferrand. À la retraite, je suis allé faire le PhD de finance islamique à INSEF, qui est devenu maintenant renommé, à Kuala Lumpur. Et puis, j'ai eu à sortir aussi un ouvrage sur l'économie islamique depuis 2020, mais il est en anglais. D'ailleurs, on me le reproche, mais j'ai dit, bon, c'est sur le modèle d'économie islamique qui a été testé sur le Sénégal. Et à l'occasion, pour Madame Lé, vous avez une copie, j'ai donné une copie à la bibliothèque de l'Université de Dakar. Si vous voulez acheter une copie à la Baudin, donc au Sénégal, donc voilà. Voilà, merci Madame la Présidente. Encore enchanté de vous retrouver et qu'Allah nous donne l'occasion d'avoir d'autres séances encore, mais au Maroc, en présentiel. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Dr Adama, de vos remarques pertinentes, de vos suggestions qui permettront sans aucun doute à docteur prochain, Inch'Allah, à Walié d'améliorer son travail. Dr Youssef, je vais me permettre d'émettre mes remarques avant toi. C'est pas parce que je suis plus vieille, ce qui est vrai, mais c'est seulement parce que je vais parler on va dire des premières parties avant de rentrer dans les détails de technique, d'accord? Ok, alors, me concernant, je vois que vous avez fait un grand effort pour faire une bonne revue de littérature. Cependant, je ne comprends pas très bien la relation de ces revues de littérature avec le reste du travail. Par exemple, déjà dans votre introduction, vous parlez de finances comportementales, d'accord? Je ne vois pas le lien de cette partie avec le reste. Est-ce que réellement les modèles Garch et Arch permettent de modéliser ce type de finances, permettent de prendre en compte le comportement de l'investisseur?
Ce qui permettrait peut-être de justifier le choix des modèles, parce que je n'ai pas vu réellement de justification de vos choix. Je ne vois pas trop le lien entre les parties revues de littérature et méthodologie utilisée. D'accord? Donc ça, c'est ma remarque, on va dire, la plus importante. Aussi, quand vous parlez de FAMA et quand il parle d'agents en finance, par là commence toute la modélisation des systèmes complexes et toute la modélisation multi-agents, puisque vous avez parlé de néoclassique et de comportemental. En comportemental, actuellement, la modélisation multi-agent devient un outil de base qui est utilisé par plein d'auteurs que vous avez cités déjà dans votre recherche, mais vous n'en dites pas un mot. Je ne sais pas pourquoi, mais ça serait intéressant d'en parler parce que vous avez beaucoup parlé, par exemple, de Markovitch, l'approche est très classique. Vous dites que vous vous êtes basé dessus dans votre écrit et dans votre présentation, mais moi, je n'ai pas vu où est-ce que, ou bien comment vous vous êtes basé sur ces travaux en particulier, parce que vous n'avez pas fait d'optimisation. Alors, si vous vous êtes basé dessus, comment et pourquoi? Et autre chose, vous ne précisez pas non plus sur quel logiciel vous avez fait vos simulations. Alors, est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est R? Est-ce que c'est autre logiciel? Autre chose qui n'est pas claire, c'est l'écriture de vos équations, l'écriture des modèles. Là, il faut absolument soigner ça. À part les petites coquilles de français, bon, il y en a pas mal, je vous enverrai moi aussi mes remarques ou bien votre texte avec les annotations nécessaires, mais les équations sont vraiment à reprendre pour qu'elles soient claires, parce que des fois, je ne comprends pas le T. Bon, je vais peut-être ouvrir le fichier et vous dire peut-être un exemple. Là où je ne comprenais pas du tout l'équation, elle dit quoi et comment? Bon, bien sûr, dans votre article. Alors, l'équation, je pense 3 et l'équation 4, je reviens à ça. Alors, quand vous parlez des modèles, bon, oui, vraiment, l'équation 4, là, par exemple, je ne sais pas, les racines sont où, les indices, epsilon, indice T-1, etc., il n'y a pas d'indice, mais avant, c'est tout à fait incompréhensible parce que le H indice T égale θ plus sigma de I égale à 1 jusqu'à P de eta I epsilon carré indice T moins I. Bon, l'indice a sauté vraiment ailleurs, mais après, il y a plus sigma de I égale à 1 à Q. Le bêta I et le HTI moins 1 sont partis assez loin. Donc, ça frappe à l'œil. Donc, vos équations sont à soigner, à écrire, à être écrites, vraiment à écrire proprement pour que le lecteur soit capable de déchiffrer plus facilement ce que vous avez écrit. Donc, c'est juste des questions d'écriture. Mais par la suite, vous parlez des données et de l'analyse statistique. Et vous dites, alors ça, c'est votre écrit. Les données utilisées sont des données financières, machin, machin. Et après, vous dites, définies par la finance islamique obtenue après filtrage dans l'article 1. Moi, j'imagine que quand vous dites l'article 1, c'est votre travail présenté l'année dernière. Mais est-ce que les gens doivent le deviner? Parce que moi, je l'ai deviné parce que, bon, par hasard, j'étais dans votre jury de l'an dernier. Après, on ne peut pas dire à un membre du jury comme ça, après filtrage, dans l'article 1, il faut soit reprendre les données, ce qui serait bon pour compléter la présentation du travail, soit envoyer le lecteur à un travail qui est déjà publié. Et ceci, il est déjà publié, ça veut dire qu'il existe une référence. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment,
Je pense qu'il faut corriger de ce point de vue-là parce que le lecteur X ne pourra pas deviner de quoi vous parlez. D'accord? Après, les modèles que vous présentez, que ce soit Garch ou, enfin, surtout Garch, vous parlez surtout des modèles 1.1, alors que je pense que vous utilisez des modèles 1.2 ou 3.1, etc. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais laisser donc Dr Amrani finir la discussion avec vous à propos de cette partie-là. Et je vous donnerai la parole à la fin pour répondre à toutes les suggestions et toutes les remarques. Voilà. Et donc, c'est à toi, Dr Amrani, Dr Amrani Alaoui Youssef, pour la discussion, surtout de la partie technique. Merci encore d'avoir accepté de participer. Merci à vous, donc, professeur Aboul Aish. Merci au professeur, notre professeur Steven Tayyibi, professeur Adama. Donc, c'est un plaisir d'assister ou de participer à la présentation du travail, de la discussion sur le travail de Madame Awa. Donc, je vous félicite déjà pour votre travail, pour la présentation. Je trouve le travail très, très important. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas eu la chance de lire tout le texte, parce que j'ai reçu le document donc, à la dernière minute. Mais j'ai pu avoir, bien sûr, la partie technique. Donc, j'ai quelques remarques, quelques questions. Donc, je rejoins déjà le professeur Aboul Aish sur beaucoup de choses. Mais quand même, j'ai des commentaires, surtout sur le document. Pas forcément sur la présentation, parce que vous avez présenté seulement le modèle IGARCH. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, donc c'était bien. Mais par contre, le modèle GARCH, vous n'avez pas présenté, donc il y a beaucoup de remarques. Déjà, donc une première chose, avant de passer à la modélisation, j'aurais aimé que vous faites une présentation des différentes séries chronologiques que vous avez étudiées, que vous avez modélisées. Alors, les 3 séries financières, déjà pour avoir une idée sur est-ce qu'il y a des tendances, donc est-ce qu'il y a des allures particulières, des choses. Donc, on peut tirer beaucoup de conclusions juste à partir des graphes, d'accord, avant de passer à la modélisation. C'est très important. Aussi, une remarque qui est très, très importante, c'est la justification du choix des modèles GARCH et des modèles IGARCH. Donc, avant, je ne parle pas de la validation ici. Avant, je parle du choix. Vous avez dit qu'on a essayé de modèle ARMA, mais ce n'est pas validé, etc. Mais pourquoi le choix des modèles ARCH? Pourquoi le modèle de choix de modèle IGARCH ou bien des autres modèles? Alors, ce sont des modèles des terrocides acidiques conditionnels, des modèles donc, qui caractérisent donc, la variance qui dépend du temps. Donc, il y a effectivement des tests. Donc, il faut faire des tests, passer par des tests statistiques sur l'existence d'effets GARCH et l'effet ARCH. D'accord? Donc, avant de se projeter à la modélisation par ces modèles. Donc, ça c'est très important. Aussi, donc, une remarque donc, mentionnée par professeur Aboul Aish, c'est le choix des logiciels statistiques. Alors pourquoi? Donc, quel est le logiciel déjà utilisé? Il n'est pas mentionné du tout dans le texte. J'ai essayé de faire une petite recherche, surtout pour les logiciels les plus connus. Donc, je sais pas, parce que peut-être c'était dans le départ, etc. J'ai fait des recherches, mais bien sûr, donc, il n'y a aucune mention des logiciels. Est-ce que c'est R, SAS, Python, R? Donc, il faut préciser le logiciel, c'est très important. Et pourquoi pas justifier le choix des logiciels aussi? C'est très important. Aussi, concernant les modèles, donc, à part les remarques donc, proposées par professeur Aboul Aish, il y a une autre remarque très importante, c'est qu'il faut il faut unifier les équations, les symboles utilisés dans votre texte et aussi les sorties de logiciels. Si on prend par exemple le modèle GARCH, dans le modèle GARCH, vous avez donc θ plus la somme des bruits blancs, plus donc une combinaison linéaire également des volatilités retardées, etc. au carré. Alors, une fois on passe au logiciel, qu'est-ce qu'on a? On a oméga, on a alpha, on a des trucs, des autres choses, d'accord? Donc, il faut unifier, c'est très important. Dans votre cas, vous avez θ, c'est W. Vous avez donc les alpha, c'est que ça concerne donc les bruits blancs. Et vous avez bêta qui concerne donc les variances au carré retardées. Donc, il faut faire attention, c'est très important pour que le lecteur
puisse donc faire la correspondance entre la sortie, entre les modèles que vous avez proposés. Donc, c'est très important cette remarque. Voilà, donc voilà, c'est une remarque qui est mentionnée également par le professeur Aboulaïch. Donc, il y a il y a beaucoup de choses donc, voilà, communs qu'on a pu tirer, c'est effectivement les modèles Garch. Donc, de les modèles Garch, vous avez 3 séries, vous avez proposé 3 modèles. Et il y a des modèles, voilà, qu'on remarque que ce sont des modèles Garch 2.1, Garch 3.1 et Garch 1.1. Alors, les résultats, donc, de le tableau, il n'y a que des Garch 1.1. Donc, on a alpha, à chaque fois, on a alpha, on a W, alpha et bêta. Alors, où est les autres coefficients? On ne sait pas, d'accord? Donc, il faut faire attention, c'est très important ici. Donc, c'est vraiment, il faut revoir le travail. Si ce sont des modèles 1.1, donc il faut mettre les résultats. Ce ne sont pas des modèles 1.1, donc il faut en tout cas, il faut corriger, il faut revoir ça, c'est très important. Voilà, une dernière chose qui est très très important aussi, c'est pas une dernière chose, mais quand même, une dernière chose dans la page que j'ai mis, c'est la validation du modèle. D'accord? Donc, pour valider le modèle, effectivement, vous avez fait un effort. Donc, on voit dans la partie donc, théorique, vous avez expliqué comment valider un modèle Garch ou bien E-Garch. Donc, mais au niveau pratique, il y a une petite confusion. Donc, les choses ne sont pas trop claires. Donc, pour valider le modèle, donc, il y a une partie sur les coefficients. Est-ce que les coefficients sont significatifs ou non? C'est très important. Il y a également les tests sur les résidus. Alors, un modèle valide, donc les résidus sont des bruits blancs. D'accord? On doit vérifier que les résidus sont des bruits blancs et aussi vérifier que les résidus ne possèdent pas un effet Garch. Donc, c'est-à-dire que le modèle qu'on a proposé, effectivement, il a bien capturé les variations au cours du temps. Et surtout pour les résidus, donc, qu'est-ce que vous avez essayé pour évaluer, pour conclure que les résidus sont des bruits blancs, vous avez proposé donc vous avez fait vous avez essayé de tracer donc la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle. Et vous arrêtez là. Alors, je pense pas que c'est la meilleure approche. Donc, ça, c'est juste une partie de la solution pour dire donc, que les résidus sont des bruits blancs. Effectivement, pour tester que les résidus sont des bruits blancs, il y a cette partie de corrélation. Donc, on doit vérifier que les corrélations sont nulles, significativement nulles, c'est-à-dire à travers les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle. Mais également, il y a des tests de blancheur de la série. Je parle ici des résidus. Donc, vous devez passer par des tests statistiques. Également, il faut tester la normalité des résidus, peut-être par un test de Jacques Béra ou bien un test de normalité. Donc, il y a plein de tests de normalité. Il y a aussi, donc, il faut vérifier qu'il n'existe pas un effet Garch ou bien un effet Garch sur les résidus. Ici, vous pouvez tester que les carrés des résidus sont des bruits blancs. Et également, vous pouvez mettre en place un modèle d'hétérocédacité conditionnelle pour juger que les résidus ne sont pas que les résidus ne disposent pas d'un effet Garch. Effectivement, pour votre cas, pour passer au modèle E-Garch, vous avez conclu qu'il y a effectivement un effet Garch dans les résidus. C'est comme ça on peut justifier le choix du modèle E-Garch, d'accord? Mais quand même, il faut justifier. Il ne faut pas, à certains moments, je trouve que vous donnez des conclusions juste comme ça, rapides. Donc, sans démonstration. À chaque fois, si vous avez appliqué un test, il faut le mentionner. Il faut mentionner ses résultats, etc. Ça, c'est très important. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Alors, de la page 16, section test effet Garch sur les résidus standardisés après estimation par Garch. Alors, ici, vous déclarez. Alors, il y a ici une phrase que vous citez. C'est votre phrase. Alors, il est remarqué par que les résidus standardisés présentent des effets Garch après estimation Garch, ce qui doit entraîner un élargissement à l'estimation par E-Garch. Voilà, c'est la remarque que j'ai mentionnée. Donc, il faut expliquer comment cette conclusion a été tirée. D'accord? Bien sûr, vous avez fait une référence, même si je reviens vers la référence, c'est-à-dire l'annexe. Donc, ce n'est pas trop clair. Il faut indiquer quel est le test utilisé, comment on a interprété ce test, comment on a tiré cette conclusion. D'accord? Ce passage de Garch à E-Garch.
Voilà, les autres remarques, c'est concernant surtout la validation des modèles. Donc, il faut revoir pour cette partie de la validation des modèles et les tests, les différents tests sur les résidus. Voilà, en gros, ce sont les remarques techniques. Concernant la partie IGARCH, donc je n'ai pas trop de commentaires. C'est ce que vous avez présenté, c'est un peu clair. Et je vous félicite encore une fois. Et voilà, donc je donne la parole au professeur Aboulaïch. Ok, merci beaucoup, Dr Mani. Tu t'es pas présenté, si tu veux bien te présenter. Ok, merci, professeur Aboulaïch. Je suis professeur à l'école Mohammedia d'ingénieur. Donc, je suis membre des laboratoires études et recherches en mathématiques appliquées, laboratoire d'ingénierie financière islamique. Je m'intéresse surtout aux outils d'aide à la décision et leur application surtout en ingénierie financière. Il y a des autres applications, bien sûr, mais dans son cadre, je m'intéresse également en ingénierie financière. Quand je parle des outils d'aide à la décision, je m'intéresse surtout aux techniques de machine learning ou de data science en général, de la logique flow et les techniques d'analyse multicritères. C'est un plaisir de participer ici, d'être parmi vous. Merci beaucoup, Dr Mani. Alors, Madame Awali, vous avez donc la possibilité de répondre aux suggestions et aux remarques émises par les membres enfin, du jury, on va dire, ou bien les personnes qui ont discuté votre travail. Professeur, s'il vous plaît, juste, j'ai retrouvé, je peux, avant qu'elle ne réponde, j'ai retrouvé la statistique sur le marché halal qui est disponible. Ça passe de 2700 milliards de dollars en 2015 et est projeté à 10 500 milliards en 2024. Donc, c'est vraiment 4 fois plus. Donc, l'hypothèse d'univers restrictif en matière d'investissement, quand même, doit un peu relativiser. Je vous remercie. Mais je l'ai mis sur le document que je vais lui passer. Ok, merci beaucoup, Dr Adama. À vous la parole, Madame Awa. D'accord, merci, professeur. Encore parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Merci, professeur, donc, pour les amendements. Si vous pouvez mettre encore plus fort votre micro, parce que j'entends... Le micro, oui, on entend. Merci. Merci à tous les intervenants. Donc, j'ai pris note des amendements pour renforcer la performance de ce document. Donc, par rapport à certaines interrogations, à savoir le logiciel qui a été utilisé, donc on a utilisé le logiciel Stata. C'est Stata 2016 qui a été utilisé pour faire les estimations. Maintenant, pour le lien entre la revue de la littérature selon les néoclassiques et la revue par rapport à la théorie de la finance comportementale. Donc, par rapport à la théorie financière, il considère que si l'investisseur est rationnel, donc il cherche à maximiser sa fonction d'utilité. Maintenant, maximiser sa fonction d'utilité revient à chercher un portefeuille qui est bien diversifié. Ça sous-tend une bonne diversification de portefeuille. Maintenant, selon les néoclassiques, donc, ils se sont basés seulement sur deux hypothèses pour une maximisation de l'utilité, mais aussi par l'efficience au niveau des marchés. Maintenant, à travers cette maximisation et cette efficience informationnelle qui se retrouve au niveau des marchés, n'empêche, on a constaté des crises. Donc, ce qui a amené les comportementaux, c'est-à-dire les théoriciens de la finance comportementale, donc à émettre certaines hypothèses, à savoir que les néoclassiques donc, ont omis de mettre dans leur fonction de maximisation certains facteurs de comportement de l'investisseur. Donc, eux, ils ont émis des facteurs environnementaux, émotionnels. Maintenant, avec la finance islamique, nous, on cherche à émettre des facteurs qui sous-tendent cette finance islamique-là, c'est-à-dire des facteurs qui définissent le comportement de l'investisseur par rapport à la finance islamique. Donc, à travers ces facteurs, nous, on a cité l'altruisme, on a cité l'équité, l'éthique, mais aussi la justice sociale. Donc, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher les études des néoclassiques, mais aussi de faire la comparaison avec les études comportementaux, ainsi d'en faire une déduction par rapport à nous, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est-à-dire la performance de l'investissement conforme à la charia à travers une absence de biais de diversification, bien que l'univers d'investissement est restreint par les filtrages, mais on cherche à trouver qu'il est bien possible
d'appliquer ces filtrages, c'est-à-dire de se conformer à cette finance conforme à la charia, mais aussi d'adhérer à un gain qui est là et qui sous-tend que l'investissement islamique il est rationnel du moins. Donc, par rapport au questionnement de Lamrani, par rapport à la méthodologie, donc, j'ai pris note des suggestions qui ont été données. Maintenant, c'est tout un tas de procédures qui a été appliqué, comme je l'ai dit à la présentation. Nous, on a appliqué le modèle ARMA, donc on a appliqué le test de corrélogramme. On a cherché les P et les Q par les critères d'Akeke et de Schwartz. Donc, on a pris les P et Q par rapport à ces critères, par rapport à la minimisation de ces critères-là. Maintenant, après minimisation de ces critères-là, nous avons estimé les ARMA qui ont été obtenus. Maintenant, il se trouve que toutes les estimations ont des probabilités qui sont supérieures à 5%. Donc, ce qui sous-tend que nos données ne suivent pas un modèle non linéaire. Donc, on doit chercher à savoir s'il y a effet gâche. Donc, on a appliqué le test d'effet Archer. Donc, il y avait présence d'effet Archer. Maintenant, il fallait choisir entre le modèle Archer et le modèle gâche. Donc, comme le modèle gâche est plus parchemineux que le modèle Archer, on a fait son choix. On a fait le choix sur le modèle gâche. Maintenant, par la même procédure aussi, on a estimé les modèles gâche, mais aussi retrouvé avec des paramètres qui sont négatifs, ce qui est en contradiction avec les hypothèses du modèle gâche. Donc, il fallait chercher des extensions. À cela aussi, ce qui explique aussi cette extension, c'est qu'après l'estimation gâche, on a cherché aussi la normalité des résidus standardisés, mais aussi l'hétérocédicité des résidus standardisés après l'estimation gâche. Ce qui s'avère qu'il y avait encore présence H. Donc, il fallait chercher un modèle qui est plus adéquat que le modèle GAS, ce qui nous a fait amener à estimer nos données par le modèle IGASH. Maintenant, on n'a pas fait notre choix par le modèle IGASH 1.1. On a aussi cherché par les critères d'Akeke et de Schwartz les P et les Q qui sont les plus adéquats. Donc, on s'est retrouvé avec un modèle IGASH 1.1 qui est plus adéquat par rapport à nos données, et cela est vérifié par nos paramètres qui sont dans l'ensemble significatifs à 1%. Donc, presque tous les paramètres sont significatifs à 1%. Maintenant, après estimation par le modèle IGASH, on a cherché si c'est le modèle adéquat aussi. Comment? Maintenant, après estimation, on a fait les tests diagnostiques. Donc, on a cherché si les erreurs standardisées aussi suivent une loi normale, ce qui n'était pas le cas, mais aussi on a cherché s'il y avait encore présence d'FH, donc on a trouvé absence d'FH. Donc, on a conclu à dire que c'est le modèle adéquat par rapport à nos données. Donc, c'est tout un tas de procédures qui a été suivi donc, pour conclure que le modèle IGASH 1 est le modèle adéquat à nos données. Merci Awa pour vos réponses. C'est très bien. Alors, comme je l'ai dit, donc l'approche c'est clair, mais il faut juste bien répondre aux questions. Je veux dire, justifier ce qu'il y a un effet gâche, il faut expliquer quel test a utilisé, il faut expliquer les tests, il faut expliquer les résultats du test. D'accord? Quand vous voulez dire, il faut vérifier par exemple que les résidus sont des bruits blancs, alors il faut bien expliquer l'approche. Il ne faut pas se limiter par exemple à faire ce que vous avez appelé corrélogramme. Ça, c'est une représentation de deux fonctions, autocorrélation et l'autocorrélation partielle. Ça nous donne seulement une idée sur s'il y a une corrélation ou non. Ça, c'est pas un test de blancheur de la série. Ça, c'est juste une partie. D'accord? Donc, pour tester effectivement que les résidus sont des bruits blancs, il y a cette partie donc visuelle, mais il y a des tests statistiques que vous pouvez effectuer. Peut-être il Junkbox, il y a des autres textes, bien sûr, donc à part de ce test. Et aussi pour l'existence d'effet gâche, il faut mentionner que s'il y a un test qui a été utilisé, il faut mentionner qu'il ait ce test, qu'il ait ses résultats. D'accord? Et il y a une autre façon également, comme j'ai déjà dit, donc il faut voir les résidus au carré. Est-ce que les résidus au carré sont des bruits blancs ou non? Ça pourra nous indiquer également sur l'existence d'un effet arche ou gâche. Autre chose, c'est la représentation des données. D'accord? Vous avez fait un modèle gâche. Si on regarde le tableau, donc de le modèle, vous avez des modèles avec différents paramètres de Q et Q qui sont différents de 1. Alors, la représentation des données, les données que vous avez présentées dans votre document, ce sont des résultats. On a des deux coefficients seulement, disons 3. Donc, il y a la constante gamma, oméga, bien W, il y a alpha et bêta dans les trois modèles. On a un modèle gauge, par exemple 3.1. Si on a un modèle gauge 3.1,
Donc, on aura 3 paramètres plus un paramètre plus un autre paramètre. D'accord? Donc, c'est pas seulement 3 paramètres. Et la même chose pour toutes les présentations des données, des résultats des modèles Garch. Donc, il faut surtout voir cette partie et aussi juste essayer d'améliorer donc la présentation des résultats et la partie validation des diagnostics sur les résidus. Alors, sinon, c'est bien. Donc, je vois effectivement, donc, il y a une compréhension de l'approche. Donc, il y a un travail derrière qui est très, très important. Donc, c'était facile de repérer le travail, de suivre, à lire, etc. C'est déjà très important. D'accord? Mais on insiste ici, juste, on essaye de donner donc, des pistes d'amélioration. C'est ça l'objectif. Mais ça, bien sûr, ne diminue rien de la qualité de travail. Je vous félicite encore une fois et je donne la parole à professeur Aboulaye. Bon, merci encore une fois, Dr Adama et Dr Marani, pour vos suggestions. Madame Awa, en fait, en répondant à mes remarques, moi, je ne vois pas encore le lien. C'est-à-dire que ma question est claire. Pourquoi le modèle Garch? Comment vous le justifiez? Il faut le justifier noir sur blanc, il faut le rédiger. Pourquoi ce modèle vous permet de prendre compte du comportement, c'est-à-dire du côté comportemental de l'investisseur? Vous m'avez réexpliqué ce qui est écrit déjà, l'approche néoclassique, l'approche comportementale. Oui, je sais, il y a 2 approches. Et bon, l'une est meilleure à votre avis parce qu'elle permet de prendre compte d'un certain nombre d'éléments. Mais votre papier, dans votre papier, ceci n'est pas clair. Il faut le rédiger en quelques phrases. Ceci permettra de donner encore plus de valeur à votre travail parce que justifierait votre choix de modèle. Et la même chose par rapport aux remarques de nos 2 invités, c'est-à-dire tout ce qu'ils vous demandent, c'est d'améliorer votre présentation de la problématique, votre partie aussi revue de littérature, mettre à jour parce qu'on est en 2022. Et bon, votre bibliographie, la majorité, elle est assez ancienne quand même, que ce soit même les statistiques dont Dr Adama vient de parler, mais aussi quand vous avez parlé de la finance comportementale, il y a toute une littérature derrière et plein de modèles. Pourquoi vous avez choisi Garch? Il y a une justification parce que c'est des modèles statistiques que vous pouvez manipuler sans trop de difficulté, parce qu'il existe des logiciels pour faire ceci, parce que, bon, il y a des justificatifs, d'accord? Mais le justificatif le plus important qu'on attend, comment ce modèle vous permet de prendre en compte ce comportement, d'accord? Voilà, ce sont des suggestions pour améliorer, bien entendu, votre travail. Ceci ne diminue en rien votre travail parce que le sujet est très intéressant. Vous avez eu le courage de mener le travail depuis les données jusqu'à l'obtention des simulations et des résultats. C'est très courageux, c'est un travail de longue haleine, mais je vous souhaite donc une très bonne continuation et beaucoup de réussite. Et je vous invite à rester en contact avec Dr Youssef parce que les séries chronologiques et la méthodologie que vous avez utilisée, c'est une des spécialités qu'il enseigne à l'école et sur lesquelles il pourrait vous apporter certainement beaucoup. Voilà, encore une fois, merci à tous. Merci Dr Adama, merci Dr Marani, merci Madame Awa. Et bien entendu, merci aux organisateurs, en particulier Dr Monsef Bentaibi, et je vous rends la parole. Voilà, merci. Merci Dr Aboulaye. Moi, je félicite Madame Awa d'avoir eu cette opportunité, puisque Madame Raja Aboulaye préside un laboratoire, un des meilleurs laboratoires de recherche en matière d'ingénierie financière, en finance islamique, et à la meilleure école du Maroc, l'école d'ingénieurs, l'école Mohammedia d'ingénieurs. Donc c'est une grande école qui a une grande renommée à l'échelle internationale, et donc dont les lauréats se trouvent dans des postes clés au niveau des entreprises et aussi de l'administration.
Je suis très heureux aussi d'écouter Youssef Amrani, que j'ai reçu dans mon cabinet lors de la préparation de son doctorat, et avec qui un petit peu on a discuté sur son sujet. Et donc, je suis très, très content qu'il ait évolué de cette façon. Et puis, je suis encore très content d'avoir aussi avec nous docteur Adama, avec ses 2 doctorats, machallah, son premier doctorat à Clermont-Ferrand et son deuxième doctorat en finance islamique à Kuala Lumpur. Donc, vous ne pouvez pas espérer avoir de meilleurs profils pour la discussion de votre papier. Et je profite de cette... Je termine, professeur. Je peux placer un mot. D'accord, je termine et je vous donne la parole. D'accord. D'accord. Je profite encore de cet événement pour rappeler que l'idée de ce forum est partie précisément de l'université Cheikh Anta Diop Dakar. À Dakar, il y a pratiquement 6 ou 7 ans, je pense, puisque j'avais assisté, j'avais pris avec moi à l'université de Dakar une dizaine de doctorants marocains et aussi français, mais d'origine marocaine, et qui ont suivi avec intérêt l'événement qui a été organisé par l'université, et puis qui a honoré l'université marocaine et la recherche au niveau du Maroc, mais également qui ont tiré profit de la richesse et la diversité des participants à cet événement qui a été organisé par l'université Anta Diop de Dakar et l'Institut de la Banque islamique de développement. Donc, je vous félicite encore pour cette opportunité. Je vous rends la parole, Dr Raja. Il y a Dr Adama qui demande la parole. À vous de la lui remettre. Ok, bien entendu. Bienvenue encore, Dr Adama, si vous avez d'autres compléments. Oui, ça va être très rapide. En fait, je suis un faux académique. Je suis plus praticien. Donc, quand je regarde les documents, chaque fois, je me dis quelles leçons de politique économique ou financière on peut en tirer. Et là, par exemple, quand je regarde les documents du début jusqu'à la fin, au moins, j'ai un résultat qui est concret. À savoir que, par exemple, les restrictions de charia, quand même, n'affectent pas les gains de rendement, en termes de rendement. Donc, c'est un message quand même qui est très fort et qui donne l'occasion de demander aux politiques de poursuivre quand même les réformes en essayant d'améliorer déjà ce qui existe. Et la deuxième chose, la revue de la littérature, du point de vue perspective islamique, il y a énormément de choses. Ça, j'ai commencé à regarder, mais ça permet de conforter ces résultats. Souvent, nos étudiants préfèrent axer tout leur travail sur l'économie ou la finance conventionnelle, alors qu'il y a énormément de choses qui se font de ce côté. Donc, c'est une suggestion. Donc, j'apporte chaque fois l'œil du praticien. Quel est le résultat majeur? Et peut-être c'est ça qui est essentiel. Et nos universités aussi, de plus en plus, on doit travailler. Parce que tout ça, là, ça doit servir à nos décideurs. Un décideur, on ne va pas lui parler gâche ou quoi que ce soit ou autre. Vous allez lui dire, écoutez, on sait que si on fait cette réforme, elle est bonne, le choix de la finance islamique, donc il faut travailler dans ce sens parce que ça, nous avons des éclairages empiriques. Voilà, c'est le seul truc que je voulais rapporter. Et je suis à Dakar et j'ai tout mon temps. Vous prenez mes coordonnées et puis c'est encore plus rapide. Et vous verrez que j'ai énormément de choses à partager avec vous sur le plan. Puisque j'ai fait 8 ans au cabinet du ministre de l'économie et des finances, chargé de ces questions-là, avant de prendre la retraite. Donc, c'est quelque chose à partager. Je vous remercie, Madame la Présidente, encore heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Je vais reprendre la parole pour 30 secondes, Madame, si vous permettez. D'accord. Alors, je demande à Awa, puisque la séance est enregistrée, qu'elle est sur la chaîne YouTube de l'Université Mohamed V. Donc, qu'est-ce que vous invitiez aussi votre professeur, votre encadrant, à ce qu'il regarde cette discussion, certainement qui va être aussi intéressante, très intéressante pour lui et pour les recherches qu'il mène
au sein de l'université. Et aussi, je vous invite à reprendre, prendre en question plutôt les suggestions, les observations qui vous ont été présentées par les éminents professeurs qui ont discuté votre papier, et à ce que vous remettiez à nouveau une version actualisée pour une éventuelle publication, Inch'Allah, des travaux de cette session. Donc voilà, je vous rends cette fois pour la dernière fois la parole, professeur Aboulaïch. Nous, on a déjà fini, donc la parole est définitivement à vous. Voilà, nous avons bien profité de cette session pour discuter, échanger. C'est clair que les travaux de Madame Awa vont bon train, puisqu'ils ont commencé par les données l'année dernière, le filtrage, etc., et qu'ils ont évolué maintenant vers le choix du modèle. Donc, je vous souhaite encore une fois bon courage et encore une fois, merci Dr. Bentaïbi et toute l'équipe pour l'organisation de ce forum très riche et très enrichissant. Voilà, merci et à la prochaine. Alors, merci Samedi, encore une Inch'Allah. fois. Samedi À matin. samedi, Inch'Allah. À session de clôture. Salam alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum. Au revoir. Bon courage. Merci. Salam alaikum. Au revoir.